sommaire, le gouvernement s'active contre la vie chère en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, était en réunion avec les importateurs des produits alimentaires afin d'appliquer les mesures contre la vie chère. Plus de détails dans cette édition. Et puis à l'international, dépréciation du franc CFA dans les régions de la CEDEAO. La monnaie commune à 8 pays a connu une baisse de sa valeur face au Naira. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit en titre, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a réuni lundi 19 août à Kinshasa les importateurs des produits alimentaires pour que ces derniers appliquent rapidement les mesures contre la vie chère en République démocratique du Congo prises par le gouvernement. Les importateurs, à leur tour, ont salué les efforts du gouvernement central pour avoir pris la décision de supprimer certaines taxes qui sont à la base de la hausse des prix de certains denrées en RDC. Les détails avec Rachel Misenga. Les gouvernements de la République démocratique du Congo voudraient redonner aux citoyens lambda son pouvoir d'achat. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a réuni le lundi 19 août les principaux importateurs de produits alimentaires afin de les inciter à appliquer rapidement les mesures addictées par son ministère contre la vie chère en République démocratique du Congo. Au terme de cette réunion, M. Ibrahim, patron de la société Sosimex et vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, a salué les efforts du gouvernement central et en particulier le courage personnel du VPM Daniel Mukoko Samba pour avoir pris la décision de supprimer certaines taxes qui contribuent à la hausse des prix de denrées en République démocratique du Congo. Le message et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et la volonté aussi du gouvernement de la République sur la réduction du charge pour la population congolaise. Et on a eu un échange très professionnel, donc c'était vraiment une réflexion à haute voix. C'était pas vraiment par la force, au contraire, on a chacun à donner son point de vue. La réduction du prix, la réduction du prix de vente et la réduction du charge, ça nous arrange parce que nous aussi, on fait une partie de cette population. Donc, et la population a un pouvoir d'achat très faible. Une fois que les produits vont coûter moins cher, ils vont consommer plus, au contraire. Donc, ça va augmenter même le chiffre d'affaires en termes de volume. Le processus de baisse de prix qui vient de commencer va se poursuivre, a déclaré de son côté Daniel Mukoko Samba. Pour rappel, lors de la réunion du Conseil des ministres du 9 août, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, a présenté des mesures urgentes pour lutter contre la vie chère en RDC, ciblant 9 produits importés, viande, volaille, poisson, poisson salé, lait en poudre, riz, maïs, huile végétale et sucre. Et le 12 août, lors d'un briefing spécial pour la presse, Daniel Mukoko Samba avait réaffirmé la volonté du gouvernement d'alléger le panier de la ménagère congolaise. Il a été décidé de la supprimer pour ces 9 groupes. Et puis vers un nouveau partenariat diplomatique et économique entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Hier lundi 19 août à la primature, la première ministre Judith Suminwa Toluka a reçu en audience Lord Ray Collins of Highbury, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique et sa délégation. Le ministre britannique a évoqué la perspective du nouveau partenariat avec la République démocratique du Congo. D'après lui, la Grande-Bretagne s'engage à apporter son accompagnement à travers ses différents services en vue de la croissance économique en RDC. Et je vous propose de le suivre dans cet élément concocté par Jojo Moulamba. Well, it was a very good discussion and Her Excellency was very welcoming, but she also introduced Le partenariat est basé sur la croissance économique parce que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ces différents services dans le contexte de la croissance économique. Et ça ne proviendra que du commerce. Et cette croissance-là est basée sur les échanges pour développer
la situation ou le paysage économique en RDC. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse. Donc c'est un aspect très important. Et j'étais lors de ma visite en Angola, j'ai vu le port et j'ai vu combien ce genre de développement a impacté sur le pays et cela apporte une valeur ajoutée. Donc cette valeur ajoutée va venir renforcer en fait l'économie et avoir plus de revenus au niveau national. The new United Kingdom government is focused on a mission to deliver on the long term. La situation des arriérés de quotité dues aux structures allocataires par l'autorité de régulation de sous-traitance dans le secteur privé divise les parties prenantes dans le but de trouver une solution substantielle à la résorption de ces arriérés. Le ministre de l'Industrie a informé le Conseil avoir réuni les équipes dirigeantes de l'ARSP et 3 autres structures allocataires afin de trouver une solution satisfaisante pour tous. Des plus amples détails avec Dieudonné Boinali. Dans une note d'information relevant du secteur des petites et moyennes entreprises, le ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises en mission, représenté lors du dernier Conseil des ministres par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, a informé le Conseil sur une triste situation. Il s'agit de la situation des arriérés des quotités dus aux structures allocataires par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, et de la relance de la commission de relecture de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Concernant la situation des arriérés des quotités dus aux structures allocataires par l'ARSP, l'essentiel de leurs moyens d'action provient d'une quotité de la redevance perçue par l'ARSP, soit 1,2% du marché de sous-traitance dans le secteur privé, à raison de 0,2% au profit du FOGEC, 0,1% pour l'ANADEC et 0,1% au profit de la PROSEM, conformément au décret numéro 020/032 du 31 octobre 2020 et aux arrêtés ministériels en vigueur. Dans le but de trouver une solution substantielle à la résorption de ces arriérés, le ministre de l'Industrie a réuni les équipes dirigeantes de l'ARSP et de 3 autres structures allocataires afin de mettre en place une supervision plus rigoureuse des activités des structures allocataires axées sur des résultats tangibles au vu de la centralité de ces dispositifs dans le plan d'action du gouvernement. Il est aussi prévu d'élaborer un échéancier raisonnable d'appurement de ces créances assorties d'un paiement initial de moins 30%, permettant ainsi aux différentes structures de fonctionner normalement et surtout de réaliser leur mission. Au sujet de la relance de la commission de relecture de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé et l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le contenu local, les membres du gouvernement ont été informés que cela fait suite aux réclamations d'opérateurs économiques tant nationaux qu'étrangers, adressés au gouvernement de la République ainsi que les observations des partenaires techniques et financiers qui appuient notamment les réformes visant l'amélioration du climat des affaires. Étant donné la caducité du précédent arrêté, l'urgence des réformes envisagées, notamment celle visant l'élaboration d'une loi spéciale sur les contenus locaux, consacrant une batterie de mesures de discrimination positive en faveur des entrepreneurs congolais, ainsi que la nécessité d'intégrer des parties prenantes omises par le passé, les ministres s'apprêtent à signer un nouvel arrêté assorti d'instructions fermes sur le calendrier des travaux de la dite commission afin d'aboutir à des projets de textes législatifs dans les meilleurs délais. Cette démarche, a insisté Louis Watum Kabamba, vise l'éclosion d'une nouvelle classe d'entrepreneurs congolais prospères et acteurs majeurs de l'économie nationale. Les travaux de la construction du nouveau bâtiment de la Cour constitutionnelle sont arrivés en phase de finition et la remise de l'ouvrage est prévue pour le mois d'octobre prochain. C'est ce qu'a déclaré l'ingénieur Nzongulu qui est en mission de contrôle ce mardi 20 août lors de la visite du chantier effectuée par le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta dans le siège de l'institution à Gombe. Patience Lokeke.
Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, pour la deuxième fois, effectuait la ronde de la bâtisse du nouveau bâtiment de la Cour constitutionnelle situé sous la place royale à Gombe, avec un regard soutenu sur les déroulements de travaux. L'ingénieur Njongula, qui est en mission de contrôle, a rassuré que tout avance bien. Le maître d'œuvre MBTP n'en est plus qu'aux travaux de finition. Tous les signaux sont au vert pour dire que ces travaux vont se terminer bel et bien dans les temps lui impartis. N'est-ce pas, les travaux devaient prendre 12 mois. Nous sommes au dernier virage. Donc, vous voyez, on vient de faire la visite, vous avez constaté que nous sommes en train de poser les carreaux, nous sommes en train de finaliser avec la peinture extérieure, les faux plafonds en gyprox sont posés, il y a, n'est-ce pas, toutes les terminaisons des techniques spéciales sont déjà posées, sont en train d'être posées, c'est-à-dire que toute la câblerie et même les HVAC, c'est-à-dire la climatisation, l'extraction de l'air, tout ça, c'est déjà fait. C'est déjà posé toute la câblerie et les chemins des câbles et tout. Donc, on est vraiment presque à la fin, si je peux dire ça. Alors, la remise de l'ouvrage, selon le planning, est prévue au 4 octobre. En tout cas, si nous en tenons à ça et que nous continuons dans le même rythme, nous allons arriver à cela. En début mai 2024, en sa qualité de maître d'ouvrage, le président de la Cour constitutionnelle avait effectué une première visite du site en compagnie du représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Selon l'ingénieur Njongulu, les bâtiments comprennent notamment 3 salles d'audience, mais il va être transformé après. Nous avons aussi la bibliothèque, le secrétariat, la direction du cabinet du président et tout un étage pour le président. Pour rappel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait posé la première pierre pour l'érection de l'édifice fin août 2023. Plus jamais de paiement de frais de justice en main dans l'appareil judiciaire congolais. Le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, vient d'instituer officiellement que ce paiement passe par voie bancaire pour plus de traçabilité. Une nouvelle qui suscite plusieurs réactions dans la société civile, notamment le coordonnateur de la nouvelle société civile qui salue la décision. Il appelle néanmoins la transparence de la gestion de ces frais qui contribue aux efforts de mobilisation accrue des recettes. Suivez. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a lancé depuis peu l'opération de la bancarisation des frais de justice en vue de renforcer la transparence et garantir une meilleure traçabilité de ces frais. Une décision saluée par la nouvelle société civile congolaise et qui appelle à une transparence de gestion de ces frais. La nouvelle société civile congolaise salue la décision prise par le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, sur la bancarisation, le placement des points de réception des fonds des amendes transactionnelles à travers le cours et les tribunaux. Ceci participe à la mobilisation des recettes pour le compte du trésor public. C'est une décision encouragée et aussi nous appelons que la gestion aussi de ces fonds soit faite aussi de façon transparente, de telle manière que ceux qui travaillent pour cette mobilisation puissent arriver à trouver leurs conditions de travail être bien améliorées. Constant Mutamba a mis de ses faits en garde toute personne qui va percevoir entre ses mains le frais judiciaire. Tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçues par les agents de police judiciaire, les officiers de la police judiciaire, les amendes transactionnelles, les consignations des frais, les droits proportionnels et bien d'autres droits. Tout celui qui va s'amuser à percevoir ces frais entre ses mains sera immédiatement
mis à la disposition de la justice. Signalons que l'intersyndicat de magistrats, dans un communiqué publié récemment, accusait le ministre de la Justice de s'ingérer d'une manière intempestive et permanente au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Restons toujours dans le même chapitre. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, doit faire désormais face aux magistrats réunis au sein du syndicat des magistrats du Congo, SIMCO, après ceux du SINAMAG, qui l'accusent de plusieurs cas d'ingérence dans le fonctionnement de la justice. Dans un communiqué signé le 18 août, ce syndicat rappelle en effet que la justice est un pouvoir distinct et garanti par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, à ne pas confondre au pouvoir judiciaire. Suivez les détails avec Fiston Oleko. Plusieurs accusations pleuvent sur le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, mettant à nu ce que les magistrats réunis au sein de SIMCO, syndicat des magistrats du Congo, qualifient d'interférence dans le fonctionnement de la justice censé constituer un pouvoir à dissocier du pouvoir exécutif. Ce membre du gouvernement souminois est accusé entre autres d'instaurer un tribunal populaire dans l'enceinte du palais de la justice au fin d'y recevoir les justiciables ayant succombé au procès, voire ceux ayant obtenu des décisions en pourvoi en cassation en violation de l'article 140 de la Constitution. Les libérations conditionnelles à Kinshasa et Kisangani ont été faites sans que les parquets en soient informés, fustige ce syndicat. En plus, les magistrats pensent que le ministre d'État en charge de la justice prend de fortes décisions de manière unilatérale sans consulter d'autres acteurs du secteur, à l'exemple de la série des textes déposés à l'Assemblée nationale portant réforme de la justice jeudi 15 août. SIMCO a aussi désapprouvé les sorties médiatiques du ministre d'État Constant Mutamba, dont il considère comme provocation et humiliation, jetant ainsi de l'opprobre aux magistrats, les érigeant comme le seul responsable de la maladie dont souffre la justice congolaise, telle que le déclare le président de la République Félix Tshisekedi. Concernant les réformes courageuses que le ministre d'État Mutamba entend implémenter pour une thérapie de choc, le SIMCO l'appelle à la collaboration au risque de rencontrer la désapprobation des acteurs du secteur. Le syndicat l'a rappelé aussi qu'il y a le rapport des États généraux de la justice de 2015 auquel il faut se référer, mais aussi les résolutions de la commission juridique de la Conférence nationale souveraine. Ainsi, le SIMCO a appelé tous les magistrats membres à s'ériger contre ceux qu'il qualifie de provocation et d'humiliation du ministre d'État. Il a aussi appelé à l'implication du président de la République pour éviter ce qu'il taxe de dérive dictatoriale de Constant Mutamba, peut-on lire dans ce communiqué. Autre chose, certaines autorités politico-administratives, voire militaires, se distinguent par leur non-respect des dispositions du Code de la route. Cela donne lieu à des scènes dangereuses pour d'autres mobilisés et de plus en plus à des altercations entre leurs gardes et les policiers déployés pour faire respecter le Code de la route. C'est un constat fait par Domomat sur la route Colonel Monjiba. Une scène digne d'un film d'action avec Tom Cruise. Deux véhicules militaires circulant à contresens sur la route Colonel Monjiba tentent d'éviter les voitures venant en sens inverse après avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers qui leur avaient barré le passage pour signaler leur infraction au code de la route. De telles scènes sont désormais monnaie courante sur cette route, réputée pour ses embouteillages qui sont souvent accompagnés des violations du code de la route commises fréquemment par certaines autorités censées en garantir le respect. Chaque jour, les Kinois assistent impuissants et parfois hébétés à des altercations entre le policier récemment déployé par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba pour faire respecter le code de la route et la garde de certaines autorités civiles, militaires, voire judiciaires. Peu sont ceux qui acceptent de se plier aux exigences de la loi et de regagner leur place dans le trafic une fois interpellés. Beaucoup préfèrent se montrer agressifs envers les policiers et forcer le passage, malgré leur conduite en sens interdit. Certaines autorités, quant à elles, refusent de dévoiler le plaque d'immatriculation de leurs véhicules, souvent bâchés,
et résiste aux tentatives d'interpellation de la police qui cherche à rétablir l'ordre dans les secteurs. Dans la plupart des cas, les agents affectés à ces tâches se retrouvent ainsi confrontés à diverses formes de menaces de la part de ceux qui, en théorie, sont chargés de faire respecter les lois du pays et de soutenir les forces de l'ordre. Cela amène à se demander comment des citoyens ayant juré de servir la nation et payés par la République pour faire respecter la loi peuvent-ils eux-mêmes enfreindre les règles de circulation? Faudrait-il rappeler à certains citoyens congolais, ministres, députés, officiers de l'armée, personnel d'appoint à la présidence et même au procureur soit-il, qu'en posant de tels actes, ils se dérobent intentionnellement aux dispositions du Code de la route, en particulier son article 6, qui stipule que les usagers de la route doivent obtempérer immédiatement à toute injonction des agents chargés de la régulation de la circulation. Quittons Kinshasa pour la province du Kasaï central, lancé depuis le 9 septembre 2022 à Kananga, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine du chef-lieu de la province du Kasaï central connaissent à ce jour une avancée significative malgré les multiples difficultés auxquelles l'entreprise Safrimex est confrontée. Les bénéficiaires ne sont pas restés indifférents face aux prouesses techniques de cette jeune entreprise de construction. Ils ont à l'unanimité exprimé leur gratitude. Suivez ce reportage de Francine Moukeba et de Giscard Tamba. Avec la mission de modernisation et de fiabilisation d'un réseau urbain de 42 km à travers la ville de Kananga, parmi les 28 artères déjà assainies dans les 4 communes sur 5 qui composent la ville de Kananga, on peut déjà citer les avenues Sankourou, Mpokolo, Lakfwa, Touloumé, Louyeka, Mamaemo, Chit Katende, Kandindi, contour du stade et contour du marché dans la commune de Katoka, Bakwabisamba et du collège dans la commune de Kananga, Dibindi, Kamilabi, Ilebo et Dibaya dans la commune d'Endesha. Alors que la commune de Langanza n'a qu'une seule avenue assainie, la route Konko. Nous étions vraiment envahis par une grande érosion. Et aujourd'hui, avec la bonne volonté du président de la République, il nous a amené ici le Safrimex. Et aujourd'hui, nous voyons que là où il y avait d'érosion, le Safrimex a arrangé. Aujourd'hui, si vous regardez, il n'y a plus d'érosion. Aujourd'hui, il y a des caniveaux partout. Aujourd'hui, l'eau qui débordait est entrée dans la maison. Aujourd'hui, l'eau est parvenue à être canalisée. Auparavant, il y avait de l'eau qui dérangeait cette route. Maintenant, pour le moment, quand on a construit comme ça, maintenant c'est bien. Il reste qu'on puisse asphalter pour terminer le travail. L'entreprise a aussi travaillé dans la stabilisation des ravins en construisant plusieurs conduites d'eau à travers les avenues en vue de stopper d'autres ravins qui menacent certaines artères. Cette société traverse d'énormes difficultés telles que l'installation du concassaire. Après ces travaux d'assainissement, l'entreprise procédera à la pose de la couche de base avant de terminer avec l'enrobé dont l'installation du concassaire est en cours dans le site de Kandi. L'entreprise Safrimex demande l'implication totale des autorités tant provinciales que nationales pour l'accélération des travaux afin de respecter les délais impartis. Nous avons beaucoup de difficultés. C'est pourquoi les Kassaïens doivent comprendre pour qu'une entreprise vienne commencer à asphalter ici à Kananga, parce que c'est une ville enclavée. Le transport est tellement difficile. Nous-mêmes, pour acheminer le matériel de concassaire à Kananga, arriver quand ça quitte Kinshasa vers Chikapa, Kananga, Mouécha, et pour quitter Kamouécha, Kananga, c'est presque 1 ou 2 mois. Mais nous demandons toujours aux autorités de nous prêter la main forte pour que ce travail d'ici décembre, que nous asphaltons tout Kananga. Les bureaux centraux de coordination jouent également un rôle clé en tant que maître d'ouvrage délégué de ces projets qui visent 42 km. Son rôle est de coordonner et superviser l'ensemble des activités liées à la réalisation des travaux, en veillant à ce que les délais et les budgets soient respectés.
République démocratique du Congo a entamé la dernière ligne droite des préparatifs de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au mois de novembre prochain. C'est dans le souci de fédérer toutes les expertises nationales que le président de la Fédération de handball du Congo FEHAND, Amos Mbayoki Tengue, a échangé ce lundi 19 août 2024 avec le directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo. Suivez. Sans doute dans 3 mois, jour après jour, la RDC va devoir organiser la première CAN, toutes les disciplines confondues, des dames seniors. Nous nous sommes décidés de venir toquer à une grande porte qui a une grande expertise. Parce que ce n'est pas important d'aller chercher une expertise à l'extérieur au moment où, sur le plan local, vous avez une meilleure expertise. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés de cette meilleure expertise pour qu'on se mette ensemble, afin qu'on puisse faire la fierté de notre pays par l'organisation de la première, j'insiste que c'est la première CAN que la RDC va devoir organiser, toutes les disciplines confondues. Je pense que si cette CAN est mieux organisée, elle nous ouvrira encore d'autres grandes portes pour l'organisation. Même nous avons besoin aussi qu'on organise la CAN football. Mais vous savez, ce sont des références que nous devons avoir. Aujourd'hui, si on nous a attribué la CAN handball, c'est par rapport aux performances de l'organisation de jeux de la francophonie. Mais l'activité de la CAN de handball contribue justement à crédibiliser la candidature de la RDC, à donner confiance aussi bien aux Congolais qu'aux partenaires internationaux que la RDC est en mesure d'organiser un tel événement. C'est pour ça que nous avons échangé avec le président pour voir dans quelle mesure nous pouvons tous ensemble, tous les Congolais réunis, contribuer pour que cela soit un succès, parce que ça va nous ouvrir des portes pour organiser d'autres événements importants. Nous avons envie d'organiser les Jeux africains, donc nous avons envie d'organiser la CAN de football, mais l'activité que nous allons organiser dans 3 mois va justement contribuer. C'est pour ça que tout le monde doit s'impliquer, tout le monde doit donner le meilleur de lui-même pour que cela soit un succès. À présent, nous allons passer en revue les cours des matières premières avec l'Info Éco. C'est avec Jojo Moulamba. Bonsoir Jojo Moulamba. Bonsoir Damani Mujinga. Alors, le pétrole s'incline avec les espoirs de cessez-le-feu à Gaza. Oui, on va commencer avec les pétroles, comme on venait de l'annoncer. Le cours du pétrole flanché mardi, c'est mardi 20 août 2024, avec la baisse du risque géopolitique et aussi affecté par le crainte autour de la demande chinoise. Les prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre cédaient 0,68% à 77,13 $ américains vers 10h25 temps universel. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison en septembre, dont c'est les derniers jours de cotation, perdait 0,75% à 73,81 $ américains. Selon les analystes, l'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza semble être l'un des principaux moteurs de la chute de prix. Le risque géopolitique a en effet tendance à doper le prix, en particulier dans les régions productrices de pétrole où le point de passage clé des interruptions de production et autres perturbations de l'acheminement du brut pouvant intervenir. À l'inverse, l'apaisement de risque soulage le prix du brut. En parallèle, la santé économique chinoise pèse lourdement sur le prix, soulignent les experts. Et puis Jojo Moulamba, en fin de matinée de ce mardi 20 août, l'once d'or a atteint un pic de 2525,19 $ américains. Oui, l'or au canton a dépassé son précédent record établi vendredi dernier et s'est échangé mardi matin à plus de 2525 $ américains l'once, environ 31,1 grammes. Dans la nuit de dimanche à lundi, il avait atteint un nouveau sommet historique à 2509,94 $ américains l'once, les investisseurs considérant le précieux métal comme une valeur refuge. C'est mardi donc vers 13h10, l'once d'or grimpé de 0,78% à 2520
23,20 $ américains après avoir atteint un pic de 2525,19 $ américains en fin de matinée. L'or a donc augmenté de 22,32% ou 460,33 $ américains la tonne depuis les débuts de l'année, selon les transactions sur un contrat de différence qui suit le marché de référence pour cette matière première. Alors, d'après les analystes, cette tendance à la hausse s'explique principalement par une demande de sécurité dans un contexte d'inquiétude croissante quant au contexte géopolitique, notamment en raison du risque d'une propagation du conflit au Moyen-Orient. Et enfin, le prix du cuivre à Londres ont baissé mardi alors que le contrat de cuivre de septembre, le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange, a progressé de 0,4% à 73 900 yuan, soit 10 338,56 $ la tonne. Oui, vous l'avez dit, il y a une baisse à London Metal Exchange et une hausse à Shanghai. Alors, d'après le prix, le prix du cuivre à Londres ont baissé ce mardi en raison d'une couverture courte après avoir augmenté au cours de sessions précédentes en raison des signes d'amélioration de la demande en Chine, le principal consommateur, et des espoirs de réduction de taux d'intérêt aux États-Unis. Les cuivres à 3 mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,4% à 9 219,50 $ américains la tonne métrique à 4 heures temps universel, tandis que le contrat de cuivre de septembre les plus négociés sur le Shanghai Futures Exchange a progressé de 0,4% à 73 900 yuan, soit 10 338 $ américains la tonne. La récente hausse de prix est due à la découverte de positions courtes, c'est ce qu'a déclaré un analyste basé à Hong Kong chez le courtier Band Financial, faisant référence aux détenteurs de positions baissières sur le cuivre qui doivent fermer leur position lorsque le prix augmente afin de limiter le perte. Cette augmentation, il faut les souligner, s'inscrit dans un contexte où d'autres produits miniers congolais tels que le zinc, l'étain et l'or ont également vu leur prix grimper. Le zinc se négocie désormais à 2660,80 $ américains, l'étain à 31 039 $ américains et l'or à 78,75 $ américains, ce qui enregistre effectivement respectivement des hausses de 5,76%, 5,10% et 0,22%. Cette dynamique positive sur le marché international témoigne de l'importance croissante de ces ressources pour l'économie congolaise. Néanmoins, tous les produits miniers ne suivent pas ces tendances. Les cobalt, quant à lui, l'argent et les tantales ont connu une baisse de leur prix. Le prix du cobalt est passé de 25 930 $ américains à 25 850 $ américains. Celui de l'argent de 0,91 $ américains à 0,89 $ américains et les tantales de 223,1 à 222,20 $ américains, avec les diminutions respectives de 0,31% et 2,20% et 0,36%. Alors il faut souligner que la volatilité, cela en fait souligne la volatilité de marché de matières premières influencée par l'offre et la demande. Mais pour chuter, la RDC a réalisé des performances remarquables en matière d'exportation de cuivre. En 2023, le pays a exporté 2,84 millions de tonnes de cuivre, le plaçant potentiellement comme le deuxième producteur mondial derrière le Chili et devant le Pérou, dont la production a été de 2,76 millions de tonnes. Ces dynamiques s'inscrivent dans une tendance haussière de la production congolaise qui a déjà atteint 2,36 millions de tonnes en 2022. Voilà, c'était tout pour ce soir pour l'Info Éco. Merci à vous, Jojo Moulamba. Merci, on se donne rendez-vous le mardi prochain.
Quant à nous, nous poursuivons l'actualité avec la page internationale. Plusieurs fabricants chinois de batteries pour véhicules électriques optent pour des implantations industrielles au Maroc dans le but de tirer profit des avantages des accords de libre-échange signés par ce pays d'Afrique du Nord avec l'Union européenne et les États-Unis. Rachel Misenga. BTR New Material Group, un fabricant chinois de composants de batteries pour véhicules électriques, a annoncé dans un communiqué publié le 13 août 2024 qu'il va construire une usine d'anodes au Maroc pour un investissement de 2,6 milliards de yuan, soit 363 millions de dollars américains. L'usine, qui devrait être installée dans la cité industrielle Mohamed VI Tagertek, aura une capacité de production de 60 000 tonnes de matériaux d'anodes pour batteries par an, a-t-on ajouté par la même source. BTR New Material Group n'a pas fourni des détails sur le potentiel client de l'usine marocaine dont la construction devrait durer environ 2 ans. Son principal actionnaire, China Boan Group, a cependant indiqué dans un communiqué distinct que les groupes signera des accords d'approvisionnement et des prépaiements avec la firme américaine de l'automobile Ford. BTR New Group Material avait déjà signé fin mars 2024 une convention d'investissement avec le gouvernement marocain portant sur l'installation d'une usine des cathodes de batteries pour véhicules électriques sur un terrain de 15 hectares situé dans la cité Mohamed VI Tagertek pour un investissement de 300 millions de dollars. Les travaux de construction de cette usine ont commencé en avril dernier, selon un communiqué du ministère marocain de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation de politique publique. Plusieurs autres fabricants de composants de batteries électriques, dont Hunan, Shogan, Sixon, Yungshu, Sinsi Material Technology et CNGR Advanced Material Company ont annoncé ces derniers mois des investissements au Maroc. Ces groupes cherchent notamment à tirer profit des accords de libre-échange signés entre le royaume chérifien et l'Union européenne et les États-Unis. Je l'avais annoncé au sommaire, comparativement au premier semestre 2023, le franc CFA dans la zone UEMOA a vu sa valeur augmenter par rapport à celle des 5 autres monnaies de la CEDEAO. Cependant, en glissement mensuel, la monnaie commune à 8 pays a connu des épisodes de dépréciation, notamment face au Naira. Toujours avec Rachel Misenga. Chiffre de l'institution, la monnaie commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a particulièrement performé par rapport aux monnaies du Nigeria et du Ghana, qui sont respectivement les premières et troisièmes plus grandes économies de la CEDEAO en termes de PIB. Face au Naira, le franc CFA a ainsi enregistré une progression moyenne de 221,8%, alors que face au CEDI, cette hausse s'est affichée à 20,8%. Cette performance s'inscrit dans un contexte où l'économie nigériane et ghanéenne, qui sont le plus important de la CEDEAO avec celle de la Côte d'Ivoire, traversent une crise depuis plusieurs années. Entre août 2023 et août 2024, le CEDI a ainsi perdu 27,9% de sa valeur face au dollar, alors que le Nigeria a perdu 53% de sa valeur face à la devise américaine sur la même période selon la plateforme Converter. Malgré la forte appréciation constatée en glissement annuel, il faut souligner que les 6 premiers mois de l'année 2024 ont également été marqués par des épisodes de dépréciation du franc CFA, notamment face au Naira, en glissement mensuel. Ainsi, par rapport à décembre 2023, la monnaie de l'UEMOA avait perdu 3,8% de sa valeur face à la monnaie nigérienne en janvier 2024. En avril 2024, cette dépréciation était de 19,1% par rapport au mois de mars 2024, alors que le pays le plus peuplé d'Afrique est en pleine réforme économique et monétaire. Notons que le franc CFA, porté notamment par une croissance solide des économies de l'UEMOA, ainsi que sa parité fixe avec l'euro, a également performé avec le marché international. Entre août 2023 et août 2024, la monnaie s'est appréciée de 1,44% par rapport au dollar américain et de 0,13% par rapport au yuan chinois, selon le converteur.
Une autre façon de vous informer, Madame, Messieurs, c'est avec la revue de presse. Bonsoir. Commençons cette revue de presse avec cette information de la référence plus qui titre « Agression rwandaise contre la République démocratique du Congo, Londres réitère son soutien pour la réussite du processus de Luanda ». Le Royaume-Uni a renouvelé son appui pour la réussite du processus de paix de Luanda en vue de préserver la coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Son émissaire l'a clairement fait part au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une audience le lundi 19 août 2024 à la Cité de l'Union africaine. Je suis venu avec le message de notre nouveau gouvernement pour faire des partenariats entre la RDC et le Royaume-Uni, soutenir le progrès en termes de développement économique et les échanges entre les deux peuples, a déclaré Ray Collins of Highbury, ministre d'État, ministre du Royaume-Uni pour l'Afrique. L'émissaire britannique était porteur d'un message du nouveau gouvernement du Royaume-Uni que dirige le Premier ministre Keir Starmer du Parti travailliste. Dans un autre registre, Info 27 titre « En attente des vaccins promis à l'RDC, augmentation du cas d'Mpox, Dr Kamba appelle à la vigilance et au respect des mesures d'hygiène. L'absence des vaccinations contre la variole humaine depuis 1980 contribue à l'augmentation des cas d'Mpox, variole du singe, parmi les jeunes en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Roger Samuel Kamba, lors d'une conférence de presse à Kinshasa le lundi 19 août. Il a annoncé que le Japon et les États-Unis ont promis d'envoyer des vaccins à la RDC en ciblant en priorité les jeunes. J'espère que la semaine prochaine, nous pourrons voir arriver ces vaccins, a-t-il déclaré. En attendant, Dr Roger Samuel Kamba a recommandé de respecter les mesures d'hygiène, se faire vacciner et d'éviter la consommation des animaux trouvés morts. Forum des As renchérit en disant Monkeypox, des doses des vaccins attendues d'ici la semaine prochaine. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale l'a annoncé hier lundi 19 août lors d'une conférence de presse. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Mpox qui touche les pays depuis plusieurs mois. Roger Samuel Kamba a souligné que la chaîne logistique pour leur distribution est déjà en place et que le plan national de vaccination est prêt à être mis en œuvre. Les pays prévoient vacciner 2 500 000 personnes avec un total de 2 500 000 doses. Ces remèdes coûtent environ 600 millions de dollars. Cependant, le gouvernement central ne déboursera aucun sou, peut compter sur l'aide de ses partenaires internationaux dont le Japon et les États-Unis. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. Le gouvernement s'active contre la vie chère en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, était en réunion avec les importateurs des produits alimentaires afin d'appliquer les mesures contre la vie chère. Vous avez suivi dans cette édition. Et puis, dépréciation du franc CFA dans les régions de la UEMOA. La monnaie commune à 8 pays de la CEDEAO a connu une baisse de sa valeur face au NERA. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.